Et j'espère que vous allez bien. Nous sommes en place pour la prochaine rencontre à Boscop, initiée par les Intergalactiques en partenariat avec le collectif MAP. Et on va parler d'outrage et de rébellion en science-fiction, option cinéma. Et je laisse place à notre fatigué, malade. À Raphaël Colson. J'ai rien préparé là, je vous dirais que je suis un peu dans un sale état. Donc ce qu'on va faire d'abord, super cool, je vais vous laisser vous présenter. Et puis après on pourra attaquer des choses. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Moi du coup c'est Lomi, j'ai une chaîne qui parle de cinéma et de sciences sociales qui s'appelle Vidéodrome. Et autrement à côté de ça je fais de la critique média pour une émission qui s'appelle Rhinocéros sur Blast. Salut tout le monde, moi c'est Alice et je suis prof de philo. Et sinon, je participe à un podcast qui s'appelle Une invention sans avenir et qui est un podcast de cinéma très politique dans lequel on essaye de réfléchir à plein de sujets. Donc, on a eu un épisode sur la SF par exemple, mais le dernier c'était sur la police. On fait des épisodes un peu en rapport avec l'actualité parfois. Donc, c'est quoi un film féministe cet été ? Et voilà, on a eu plein d'invités super cool, notamment Loumi. 2 fois, je crois. Très bonne émission. C'est une émission sur film en dictature, je crois, et sur le Festival de Cannes. Voilà. Moi, c'est Benjamin. J'ai une chaîne YouTube avec Kat, la petite voix, qui s'appelle Bolchevique, qui est une chaîne de culture. On fait aussi des chroniques pour le journal L'Humanité, tous les mois, sur leur chaîne YouTube également. Et je suis auteur au Diable Vauvert d'un livre sur les méchants dans la pop culture, les méchants qui veulent changer le monde, qui s'appelle Le syndrome Magneto. Donc qui veut commencer par faire sa petite définition? J'ai fait la bonne élève, j'ai réfléchi un peu, et en plus, en philo, on aime bien définir les termes, donc j'ai un peu réfléchi à la notion d'outrage, elle n'est pas si courante que ça, en fait, c'est pas un terme si évident. Je me suis dit déjà que pour qu'il y ait outrage, il faut qu'il y ait quelque chose à outrager, et que du coup, c'était quand même un terme qui laissait penser qu'il allait avoir un rapport de domination quelque part, et que souvent les personnes outragées, c'était plutôt des personnes dominantes, des personnes qui avaient un statut social élevé, une fonction par exemple. Les personnes qu'on outrage, ça peut être un juge ou la police ou quelqu'un, un homme ou une femme politique. Et puis il y a le cas un peu particulier quand on outrage une femme ou sa réputation. Alors là, c'est pas une personne dominante, mais c'est quelqu'un qu'on estime avoir un certain statut qu'il faudrait pas outrager. Et du coup, s'il y a outrage, il y a rébellion parce qu'il y a un rapport social de domination entre deux classes, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme outrage, il est quand même peut-être plutôt individuel. Et la rébellion, peut-être que c'est quelque chose de plutôt collectif. On verra après dans les exemples de cinéma qu'on peut trouver, voir qu'il y a peut-être un peu une opposition entre des rébellions plutôt individuelles et plutôt collectives. Mais déjà, je trouve qu'il y a un rapport intéressant entre les deux termes. Oui, moi ouais, j'étais en train de réfléchir si t'as un truc à dire avant, vas-y. Non, je trouve que c'est très intéressant. C'est vrai le terme de rébellion, ça peut être effectivement quelque chose d'individuel ou de collectif. Et c'est pas rébellion, c'est pas non plus révolution. Mais c'est vrai faut qu'effectivement, faut qu'il y ait un contexte très particulier. Où après, ça peut peut-être aussi se passer. Alors moi, j'ai moins préparé, donc j'imagine. On peut peut-être aussi parler de rébellion, un individu dans sa quête lui-même. Qui va vouloir se sortir peut-être un petit peu d'un cadre autoritaire, etc. Enfin, ça peut être une rébellion, par exemple, au sein d'un couple, pas forcément ce qu'on imagine, effectivement, des révoltes urbaines, etc. Mais ça peut être à différentes échelles, en fait. Donc c'est vrai que c'est un thème qui est large. Moi, c'est ce qui m'intéressait, justement, c'est pour ça que j'ai posé la question dès le départ. Entre outrage et rébellion, autant rébellion, on arrive tout de suite à se faire une idée, même en science-fiction, justement. Outrage, c'est déjà un peu plus, je trouve un peu plus compliqué, c'est-à-dire à trouver des exemples. Là, alors c'est pas du cinéma, mais c'est de la littérature. Il y a un roman de Philippe Cadic, donc le titre me revient pas, c'est un de ses romans mineurs, mais justement il y a cette idée d'outrage parce que on est dans une sorte de dictature et le personnage, le protagoniste principal, va taguer en fait la statue du leader de la société. Et donc, ça va créer tout un pataquès, une enquête. Donc là, effectivement, je pense que ça remplit bien cette notion d'outrage. Mais du coup, voilà. J'ai l'impression que, justement, sans connaître vraiment les définitions juridiques ou philosophiques ou quoi, j'ai l'impression que
Outrage, c'est un truc qui relève beaucoup du symbolique. En fait, c'est quelque chose genre dire quelque chose qu'il faut pas dire, inscrire quelque chose qu'il faut pas inscrire, ou toucher à quelque chose qui serait soit sacré, soit justement, bah, tu vois, la statue du dictateur ou un truc comme ça, qui est un truc vraiment très symbolique, voire esthétique, même des fois, ou pas s'adresser sur le bon, comme il faut, comme les normes le veulent, à telle ou telle personne détentrice d'une autorité quelconque ou qui aurait un statut quelconque. Alors que la rébellion, il y a un truc qui est déjà plus en acte en fait que, enfin même si tout ce que je viens de dire c'est des actes, mais vous voyez l'idée dans des actes peut-être on envisage quelque chose de beaucoup plus concret, et ce qui est peut-être aussi pourquoi en science-fiction ou en cinéma on voit plus des formes de rébellion. Dans le sens où c'est quelque chose de plus spectaculaire, plus visuel, c'est déjà l'aboutissement en fait d'un truc, et c'est pas juste un comment dire un manque de respect ou un truc purement symbolique quoi. Et du coup. Nous avons un animateur en mode Ouais, survie. ça va être un peu dur. Donc on a un peu établi. A priori, on doit surtout se focaliser sur le cinéma, c'est ça, sur ce qui est l'image. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est que vous me citiez quelques œuvres qui vous apparaissent automatiques comme étant une œuvre emblématique de la rébellion, par exemple, au niveau du cinéma, au niveau série télé, pour qu'on puisse commencer à se créer un peu une forêt de références. On pourrait peut-être après évoluer un petit peu là-dedans. Donc, sans réfléchir, la première qui me viendrait, ce serait Fahrenheit 451. Peut-être que je me trompe, mais j'en dis plusieurs. Non, bah après, oui, ce que je disais, je pense aux choses les plus classiques, Metropolis. Alors là, ce serait peut-être plutôt la mise au pas de la rébellion, mais Punishment Park. Peter Watkins. Oui, on reste dans la science-fiction, oui. Le Peter Watkins, c'est à la limite. Hein. Moi, par ouais exemple, sur l'exposition sur SF et provocation, il est dedans, hein, il est intégré. Parce que le film en lui-même est une anticipation, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Même si la loi existe en réalité, mais l'application faite dans le film, du coup, on peut parfaitement l'intégrer dans ce qu'on appelle l'anticipation, si tu veux. Et Punishment Park est très très intéressant, effectivement, sur ces questions-là. Ouais. Voilà, non, je sais pas si vous voulez en dire d'autres. Je pense que, pour moi, le truc un peu automatique, c'est évidemment de penser à Star Wars, parce qu'il y a quand même des gens qui s'appellent les rebelles. Donc quand on parle de rébellion, on a un groupe qui s'autoproclame rebelle. Après, j'ai un peu réfléchi aux différents types de rébellions qu'on pouvait trouver, et les films me sont un peu venus par rapport à une sorte de typologie, peut-être qu'on pourrait classer entre une rébellion qui serait individuelle et une rébellion qui serait collective. Et dans un autre axe, peut-être une rébellion qui serait sauvage, et une autre type de rébellion qui serait plus organisée, plus scientifique. Et du coup, par rapport à ça, à chaque fois, je me disais, mais ce serait quoi une rébellion qui serait individuelle et sauvage ? Et là, par exemple, tout de suite, j'ai pensé à Blade Runner. Je me suis dit, là, il y a une rébellion, et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un peuple qui se rebelle. On voit quand même des individus qui vont se rebeller seuls, ou Ex Machina, par exemple, d'Alex Garland, où là aussi, on va trouver une sorte de rébellion, et qui est plutôt individuelle. Et du côté collectif, les trucs qui me sont plus venus à l'esprit, Snowpiercer, par exemple, ou La planète des singes, bien que la rébellion, on ne voit pas forcément, parce qu'on est presque après. Tu parles de laquelle série par contre? C'est ça dépend. Singes, parce que pour moi, il n'y en a qu'une qui existe, c'est celle des années 70. Ouais, 68, et dans ce cas-là, on est plutôt après la rébellion. Qui est réellement politique. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur l'épisode 4, ou la rébellion des singes, et qui s'applique vraiment au contexte des années 70. Donc effectivement. Par contre, moi perso, la version de Tim Burton, elle est achetée, vraiment intégralement. Et la nouvelle version, elle n'est pas très intéressante, justement. Mais ça, on pourra en revenir. Je pars juste sur le principe, c'est qu'il y a un moment, dans les années 70, même 80, on pouvait avoir des films vraiment réellement politiques. Planète des singes est un film politique. Parce que si on le remet dans le contexte de 68, les gens qui découvrent des singes qui jouent les humains, et l'inversion, en fait, marque les esprits à l'époque. Et il y a eu d'autres films dans les années 70, la course à la mort de l'an 2000, ou ce genre de choses qui sont des satires. Et simplement, chaque fois que les studios hollywoodiens ont voulu faire des remakes, ils enlèvent le côté politique. Vraiment, ils le vident. Et on pourrait citer plein Rollerball aussi, entre la version originale et le remake. Ce qui fait que dans la nouvelle trilogie, quadrologie d'ailleurs, de la planète des singes, ils ont enlevé en fait la dimension politique.
Par exemple, comment dire, dans le film, c'est la guerre atomique qui élimine les humains, même s'il y a une guerre entre les singes, a priori, et les humains. Mais dans la nouvelle version, c'est juste une maladie. Le fait de l'épisode où ils se rebellent, où ils commencent à faire la guerre, il y a le mauvais singe, et il y a le gentil singe, tu vois, il y a tous ces éléments-là qui en fait remettent en perspective, éliminent ou occultent l'idée que c'est l'homme qui est aussi responsable de ses propres malheurs. Bon. Moi, je vais évidemment me cantonner peut-être à des trucs plus pop culture parce que des trucs où il y aurait justement et l'aspect rébellion, parce qu'en fait, il y en a plein des trucs où il y a des rébellions. Dès qu'il y a une dystopie, quasiment, il y a une rébellion en fait, automatiquement, et qu'il y a le côté outrage, c'est-à-dire justement avec des symboles et des choses comme ça qui peuvent être repris, et où juste le fait d'avoir mis, je sais pas, ce symbole, ce tag, dire ce truc, faire ce geste, c'est un truc qui devient symbolique dans l'univers d'une rébellion, évidemment Star Wars, et d'ailleurs, par exemple, la série Andor, c'est que ça, quoi. C'est vraiment, parce que justement, en plus, la rébellion dans Star Wars, c'est justement un type de rébellion qui est très peu sauvage dans le sens où, pour reprendre les termes que tu emploies, dans le sens où en fait c'est une armée qui est d'ailleurs plus ou moins héritière en réalité de la République d'avant, donc c'est quand même un truc relativement organisé, même si c'est quand même une forme de guérilla et tout, qui a du coup une hiérarchie qui est héritière avec des officiers, des choses comme ça. Alors qu'Andorre, justement, ça a beaucoup exploré ce qui se passe quand les gens individuellement se rebellent et se regroupent, pourquoi ils le font et tout. Enfin, voilà, il y a ce truc-là. Mais sinon, alors, il y a un exemple cinéma, mais même si en réalité c'est la BD qui serait le plus intéressante fait pour Vendetta, où il y a vraiment ce truc des symboles, genre le masque qui est repris par tout le monde dans la diégèse du truc et dans la réalité, parce qu'après ça a été repris par les Anonymous, puis plein d'autres gens, et même ne serait-ce que le symbole, il y a plein de... Et le fait qu'il s'attaque aussi à des... alors même si c'est de manière très très violente, pour sa part, il s'attaque à des symboles, des bâtiments symboliques du régime, des choses comme ça. Et effectivement, ça a été repris dans la réalité, ou même des trucs encore plus popcorn, type les Hunger Games, pareil, alors qui vient plutôt de la littérature, mais qui a un truc beaucoup plus adolescent en termes de justement comme façon de se rebeller et tout, mais où il y a quand même vraiment littéralement une rébellion contre un régime enfin, il y a une révolution en fait dans cet univers-là. Et pareil, on va retrouver ce même truc de va y avoir le symbole, je sais plus ce que c'est, le symbole qu'ils font avec leurs mains. Ils ont inventé un symbole qui est en fait justement, pour moi c'est un outrage. C'est-à-dire qu'en fait on voit alors on voit les personnages le faire, mais on voit aussi même des foules de figurants, et le simple fait qu'à un moment donné on les voit faire ça, c'est un outrage. C'est-à-dire en fait en réalité, concrètement, il n'y a rien de dangereux. C'est-à-dire qu'ils lèvent juste la main, ils sont même pas armés, il n'y a rien. En général, 5 minutes après, ils cassent tout. Mais justement, il y a ce truc il faut pas les laisser faire ça. Parce que justement, il y a au-delà du symbole, c'est un danger pour, en l'occurrence, là, l'espèce de régime qu'il y a dans le truc. Et pareil, c'est un symbole qui a été repris. Je sais plus si c'est aux Philippines, il y a en Birmanie, où ça a été repris par un mouvement. Et ça, pour moi, c'est ce que j'identifierais comme un outrage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le truc purement symbolique de je vais volontairement et explicitement faire quelque chose dont on a tous conscience que faut pas le faire. Faut pas le faire, c'est interdit, même si en réalité, il n'y a même pas de dégradation, il n'y a rien de concret. En fait, si, ça devient dangereux parce que c'est une forme d'insulte soit au régime en place, soit à des gens qui ont une stature particulière. Moi, je pense pas mal à ce genre de truc-là, et au cinéma qui passe hyper bien. Parce que, en fait, justement, c'est très visuel, et ça peut être repris. C'est presque au bout d'un moment, c'est presque du fan service, même dans ce genre de saga, de montrer ce truc-là et tout. Tu peux en faire des t-shirts, tu peux faire des trucs comme ça, quoi. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'au cinéma, ça marche hyper bien. Et même qu'au final, c'est presque ça existe que en tant que symbole de provocation et d'outrage, parce que en fait, par exemple, pour rester sur le truc le plus popcorn, Hunger Games, parce que V c'est un peu différent, parce qu'il y a vraiment un truc anarchiste dans la BD qui a beaucoup moins dans le film et tout. Et j'allais faire la remarque. Oui, voilà. Mais en fait, ça pourrait être un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, comme le film a beaucoup évacué la question anarchiste, au sens vraiment de l'anarchie politique et tout, même si, enfin, moi je suis pas contre le film, hein, je le trouve intéressant, mais clairement il fait ça, et aussi il enlève un peu un côté ambigu et subversif et dangereux du personnage. Je dirais même qu'il retire dès le début du film l'idée même de la BD, qui est l'idée. C'est-à-dire qu'ils disent c'est un personnage, c'est un humain et non pas une idée. Ouais. Ce qui est le retournement complet de ce que dit Alan Moore en fait quand même dans sa BD. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement critique sur ce film.
dans la mesure où en fait il retourne comme un gant ce que veut nous signifier en fait l'auteur de départ. Ouais, mais tu vois, c'est là la où question du symbolisme. c'est là où j'allais en venir, c'est que ça peut être un peu pareil pour des trucs type Hunger Games ou des choses un peu popcorn, des façons de transmettre l'idée de rébellion et d'outrage un peu popcorn, c'est que c'est assez creux, mais aussi dans le sens où on peut un peu y mettre ce qu'on veut. Et je pense que c'est pas pour rien si le film V pour Vendetta, c'est plutôt lui qui a été à l'origine de reprise de ces symboles-là. Alors notamment par les Anonymous, mais pas que en fait, parce que c'était Anonymous, mais c'était aussi Occupy Wall Street. Et puis ça a aussi été repris par des gens d'extrême droite. Alors bon, ça n'a pas trop pris, mais parce que peut-être c'était un petit peu le grand écart quand même et tout. Mais il y avait un truc de dire, en fait, ça représente la rébellion. Ça représente c'est un symbole justement de provocation et de trucs comme ça, quel que soit ce que tu mettes derrière, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est très vide et en même temps que c'est vachement repris parce que les gens peuvent se dire voilà, bah, ils ont vu Hunger Games et dans Hunger Games il y a une espèce de dictature un peu 1984, un peu comme ça, un peu classique, avec une espèce de figure de dictateur qui a des thématiques mais qui est quand même assez généraliste, quoi. Et tu peux le caler sur tout ce que tu veux. En fait, tu peux le caler sur tout ce que tu veux et ça peut être vachement repris parce que c'est l'outrage pour l'outrage. Ça symbolise juste l'outrage contre les autorités, quoi. Ouais, on aurait la forme de la rébellion, mais sans le contenu. Et du coup, c'est aussi peut-être un peu la porte ouverte à des interprétations peut-être plus complotistes. Juste, on a une hiérarchie, on a des dominants qui contrôlent et des dominés, et du coup, qui on va considérer comme dominant, et du coup, c'est pas forcément politisé. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est vachement repris. Mais après, les gens y mettent quelque chose, tu vois, Oui, dedans, quoi. Ça peut mais, être un truc politique et très engagé, comme autre chose de plus schématique et un peu manichéen. Pardon, Non, j'ai une question. Alors, du coup, je vous l'adresse plutôt à vous parce que pour le coup, moi, je connais pas très bien Hunger Games, mais je crois que j'avais lu là-dessus. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais que souvent dans certains films qui sont des dystopies, en fait, le retour à la normale, c'est-à-dire à notre système d'aujourd'hui, capitaliste, néolibéral, etc., en fait, finalement, c'est le happy end. Et qu'il y a ce côté on imagine quelque chose d'encore plus terrible, d'encore plus affreux, etc. D'ailleurs, même le point 1984, etc. Et qu'il y a certains films comme ça qui, à la fin, une sorte de retour à la normale, et finalement, notre monde de maintenant qui est finalement le monde idéal, alors qu'on sait très bien que nous-mêmes, on ne vit pas forcément. Tu as un exemple pile poil. Alors, les gens pourraient, et c'est une question, du coup, je vais vous la poser aussi. Oui, d'un point de vue par rapport au cinéma et en particulier cinéma hollywoodien, parce que par exemple des films comme Snowpiercer, production coréenne, tu mets vraiment à part. Mais la production hollywoodienne se caractérise par le fait justement de rendre apolitique toute rébellion mise en scène. Et le meilleur exemple, je pense, c'est peut-être Elysium de Bandcamp, où justement la Terre est complètement dévastée écologiquement. Les riches sont réfugiés dans une station spatiale où ils ont tout ce qu'il faut comme besoin, tranquille. Et on va suivre en fait la révolte d'un personnage qui part dans l'espace, mais il part pas pour renverser le système, il part juste pour sauver. Alors c'est sa sœur ou une gamine qu'il connaît, qui est malade, et qui veut aller dans la station pour avoir accès aux machines qui guérissent. Et qu'au final, quand il arrive là-bas et qu'il réalise sa mission, il n'a pas le but du jeu de renverser le système. Simplement, le discours qui est tenu dans le scénario, c'est « Ah, mais le système, il est bon. » Simplement, c'était des méchantes personnes qui avaient pris le contrôle du système. C'est ce qu'on disait un petit peu avec Alice. Juste avant, on a vite fait évoquer les films de super-héros. Souvent, on dit ça aussi, que les super-héros, en fait, sont là pour que l'ordre établi soit bien gardé. Et... oui, bah oui. Et donc, du coup, Hunger Games, autre aspect qu'on a... Alors, il y a d'autres films, et ça ne me revient pas tout de suite, mais Hunger Games, c'est typique aussi. C'est-à-dire que la rébellion qui renverse le système établi est tout aussi pourri en fait que le système précédent. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres américaines, états-uniennes, qui est le fait que les rebelles sont tout aussi méchants en fait que les prédécesseurs, et qu'en fait, le fait de renverser le système amènera à un nouveau système. Et le leader de la rébellion qui lui-même devient une forme de dictateur, voilà. Etc., qui finit par s'enivrer du pouvoir après avoir eu des beaux idéaux. C'est vrai que ça aussi, c'est une figure de rebelle qu'on voit souvent. Ouais, mais ça, c'est un. Ouais, parce que bon, voilà, moi j'en parle dans le syndrome Magnéto, mais c'est le truc de la pente du totalitarisme. C'est-à-dire que, en fait, comment dire, c'est pas juste lié à l'imaginaire, ça, c'est lié au dialogue entre l'imaginaire et la culture de manière générale et comment on voit les choses. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il y a le XXe siècle qui est passé par là.
Et en fait, ce qui est beaucoup resté, et surtout depuis qu'on a développé beaucoup cette idée des totalitarismes, où ça serait un truc justement parce qu'il y a eu les régimes du bloc de l'Est, il y a eu le nazisme, il y a eu le fascisme, il y a des trucs comme ça. Et en fait, il y a beaucoup, on a gardé beaucoup cette idée qu'il y a justement une peur des changements brutaux. Et l'idée qu'en fait, justement, le truc dystopique, il est le produit de la révolution. C'est ce genre de rébellion qui peut-être ont des bonnes idées à la base, mais au final, en fait, quand tu les mets en place, c'est ça qui va donner le truc dystopique. Et ce qui fait que les trucs les plus consensuels, ça va être typiquement, tu peux reprendre l'exemple de Star Wars, c'est une forme de restauration. C'est-à-dire qu'on te dit tout de suite, là on est dans un truc totalitaire dystopique, ils sont habillés comme des nazis et tout. Et en fait, la rébellion, c'est pas un nouveau truc, c'est une restauration de l'ordre ancien. Alors après, on pourrait être plus nuancé sur selon les Star Wars et tout, parce que dans Star Wars, il y a quand même l'idée que c'est la République qui a amené ça, donc il y a quand même une critique de l'ordre précédent et tout, mais c'est quand même, voilà, les rebelles, ils sont pas là pour amener un nouveau truc, et sinon tu vas avoir tout le temps ce trope de ouais, en fait, les rebelles, ils sont cool, mais en fait, attention, typiquement Hunger Games, la chef de la rébellion, elle devient une dictatrice à la fin, qui est presque pire, en fait, vous allez pas mieux qu'eux et tout. Donc déjà, tu as ce problème-là. Et il y a l'autre problème qui est que... mais c'est normal, parce que c'est on va dire, l'idéologie dominante qui est comme ça, et du coup, là, on parle comme de trucs qui sont assez mainstream quand même. Les exemples qu'on prend, c'est des trucs assez grand public et tout, donc qui touchent un peu quand même à l'idéologie dominante, qui doivent pas être trop clivants. Tu auras toujours ce truc qui est que si tu poses justement un univers dystopique, c'est-à-dire un univers qui est pas le nôtre, ou alors qui est une version très 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 exagérée du nôtre, mais en gros qui est le truc sur lequel on veut pas aller, on veut pas aller dans cette société-là par rapport à notre société à nous, là tu vas pouvoir faire accepter des niveaux de rébellion, tu vois, Star Wars, en fait, ils font c'est une guerre civile, quoi. Genre, c'est un truc énorme, etc. Et c'est totalement toléré. Ou alors, je sais pas, les gens qui des images d'émeutes, de trucs comme ça et tout, ça passe dans une dystopie, parce que c'est un monde qui n'existe pas et qui est exactement ce qu'on veut éviter. Par contre, si tu le fais dans un univers qui est très très proche du nôtre, type Punishment Park, là c'est plus compliqué et c'est un petit peu plus subversif, parce que t'es en train de dire ouais, en fait, nous, le monde tel qu'on est maintenant, quelque part, t'es en train de dire c'est un peu une dystopie, quoi. Et du coup, peut-être qu'on aurait des raisons de se rebeller et tout. Alors, moi, il y a une série de films que je trouve assez maligne pour ça, c'est Matrix. Parce que Matrix, ce qui se passe dans le film, c'est qu'on t'expose complètement une dystopie, genre c'est pire truc, genre c'est vraiment, on est dans des cocons, c'est horrible, genre même 1984 c'est facile à côté, quoi. C'est vraiment là, tout paraît vraiment affreux, quoi, quand tu vois les images du réel dans le truc. Donc en fait, les personnages dans Matrix, ils peuvent se battre avec les machines, ils peuvent se battre, les programmes, ils sont très méchants quand ils attaquent, même si après c'est complexifié par la suite, mais les agents, c'est vraiment, ils représentent l'autorité et ils sont méchants, quoi, dans le truc. Mais ça passe parce qu'en fait on te dit vraiment c'est le pire futur possible, horrible. Sauf que ce qui est très très malin dans Matrix, c'est que la matrice, c'est notre monde. Et du coup, il y a un jeu qui est très très malin là-dessus, c'est qu'il y a la façon de représenter le monde tel qu'il est maintenant. En gros, le propos, c'est de dire, ouais, ça c'est le monde tel qu'on le connaît, et en fait, on se rend pas compte à quel point il est dystopique, en fait. Et du coup, ça justifie tout un tas de trucs. Et ça dépasse un petit peu plus ce trope, justement, de attention à la rébellion, ou des trucs comme ça, que tu peux avoir même en post-apo, parce que je pensais à, par exemple, The Last of Us, les jeux, et c'est valable pour les jeux et c'est valable pas mal pour la série aussi, où il y a les Lucioles qui pareil, qui est une rébellion, et il y a vraiment ce discours de la rébellion quand même, ils sont cool parce que manifestement les autorités sont méchantes, il y a quand même consensus un peu sur le fait qu'ils sont pas très très sympas, mais la rébellion, tu vois plein de personnages en fait qui vont trop loin, qui sont horribles et tout, et même des fois de manière hyper caricaturale, c'est genre vraiment ces gens, c'est vraiment des brutes et tout, et genre il y a quand même ce trope dedans. Est-ce que pourquoi je prends, pardon, je termine mon tunnel là-dessus, c'est qu'il y a un truc dans la série The Last of Us que j'ai trouvé super drôle, c'est qu'ils font complètement ce truc là, et par contre c'est une série post-apo où ils posent quand même la question de, c'est pas le monde d'avant qu'on essaie de refaire et qui est montré de manière positive dans la série. Il y a notamment la blague qui m'a fait rire à titre personnel pour des raisons assez évidentes, c'est qu'à un moment donné il y a un personnage qui dit ah mais en fait ce que vous faites là c'est du communisme, et son frère qui lui dit mais non mais trop pas genre c'est n'importe quoi du communisme et tout, et t'as la chef du village qui fait si mec, qui sa meuf en plus je crois, qui lui dit mais si bien sûr que si, c'est de ouf, et le mec réalise en fait
Ah ouais, d'accord, ok. Mais parce qu'ils l'avaient pas perçu comme ça, que ce qu'ils sont en train de reconstruire, c'est autre chose en fait. Ils sont pas en train de reproduire les erreurs qu'ils faisaient d'avant. Et alors là, bon, c'est pas de la rébellion, on les voit pas casser des trucs ou se battre et tout. Je crois que c'est même pas des lucioles, ces personnages-là. Enfin, c'est pas des rebelles, les rebelles armés sanglants, horribles du truc. Mais en fait, ils sont en train de recréer autre chose, quoi. C'est une forme de rébellion qui est beaucoup plus fine et qui est beaucoup plus positive. C'est assez marrant. Voilà, pardon, je termine là-dessus. Ouais, je voulais bien rebondir sur Matrix aussi. Je trouve que c'est vraiment des films intelligents et qui inversent pas mal de choses. Et ce qui les inverse aussi, c'est le fait c'est la sauvagerie des rebelles. En fait, c'est vrai que dans beaucoup de films, ceux qui se rebellent souvent, c'est des non-humains, des robots, des machines. Et là, c'est pas le cas. Les machines, justement, c'est l'ordre établi. C'est là où est le pouvoir dominant. Et la rébellion, au contraire, elle est rationnelle, c'est-à-dire que c'est eux qui sont du côté de comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre le dessus, réinverser et construire quelque chose. Et alors que d'habitude, le déferlement de violence, il se trouve plutôt du côté des rebelles. Donc là, je trouve que c'est pas mal aussi. Et oui, aussi sur The Last of Us, je me disais que ça faisait aussi réfléchir sur comment est-ce qu'on va imaginer des rébellions à différents niveaux de violence, c'est-à-dire à quel point on va assumer la violence et les actes terroristes possibles, et que souvent aussi il y a un peu un débat dans les films de science-fiction sur à quel point la rébellion elle peut être violente ou pas, elle peut avoir des actes de terrorisme, ou alors au contraire il faut qu'elle soit plutôt réformiste. Et il y a un peu, dans The Last of Us, il y a un petit peu ça. Il y a différents types de manières de résister. Donc les lucioles, on les voit toujours un petit peu. Oui, bon, c'est bien ce qu'ils font, c'est important, mais en même temps, eux, ils sont quand même violents. On n'est quand même pas complètement dans le même camp qu'eux. Est-ce que vraiment il faut collaborer ? Et je trouve que c'est un débat qui est super bien représenté dans la série The Expanse. Donc adaptation de série de livres et je trouve plutôt une bonne adaptation en série, et dans lequel on a là pour le coup une rébellion de l'Alliance des planètes extérieures, je sais plus comment ça s'appelle, OPA, je crois. La belt, je crois. Ouais, la ceinture. Enfin, en tout cas, c'est des gens qui sont exploités pour leurs ressources et qui sont exploités d'un côté par la Terre et par Mars. Et il y a un peu un débat, il y a différents leaders révolutionnaires dans ce groupe, ceux qui sont vraiment un peu présentés par la série comme des méchants parce que c'est des terroristes et qu'ils sont prêts à faire des actions vraiment extrêmes, et puis d'autres qui sont un petit peu entre deux, qui cautionnent, qui s'allient de temps en temps mais pas tout le temps, et puis le héros qui lui est plutôt réformiste, rationnel, mesuré. Et du coup je trouve que c'est intéressant aussi de voir ces espèces de débats sur les modes d'action de la rébellion et à quel point la violence est nécessaire pour faire bouger les lignes dans un mouvement de révolution ou d'émancipation. Non, c'est vrai que la question de la légitimité de la violence, c'est probablement un des genres qui la pose le plus, et finalement qui arrive à montrer... on disait aussi, quand on part souvent d'un personnage, c'est ce qui est compliqué avec la fiction, c'est qu'on ne peut pas forcément montrer un collectif, on ne peut pas forcément montrer un mouvement collectif. Souvent, on suit un personnage, et comment au début il est bien inséré dans sa petite vie, etc. Donc ce qu'on disait, 1984, Fahrenheit, etc. Et comment il va, même Truman Show, et comment petit à petit en fait il va commencer à prendre conscience que le système dans lequel il est enfermé dans quelque chose, etc. Et tout le cheminement qu'il va faire lui, je disais, ça n'a absolument rien à voir avec la science-fiction, mais si on parle de cinéma, de culture populaire, c'est ce que faisait beaucoup le western italien, le western Zapata, dans les années 60, où on part d'un héros, d'un paysan qui n'en a rien à faire de la révolution, et puis on va le suivre, on va voir qu'il va se mettre de plus en plus à réfléchir. En fait, c'est tout le chemin aussi que font ces personnages dans leur tête, comment ils arrivent à s'émanciper, très souvent parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont leur montrer, les aider en fait à s'émanciper. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent des hommes blancs finalement qui se rendent compte qu'ils sont oppressés et puis qui finalement réalisent en fait à un moment donné, on les suit dans ce cheminement de se rendre compte que tiens, il faut faire la révolution, et ça passera par le collectif. Alors souvent, ce personnage devient quand même leader, parce qu'il ne faut pas déconner, mais on est finalement un peu obligé par le cinéma de passer par un personnage, et donc ça reste très individualiste, et sa façon de s'épanouir politiquement, etc. Et ce qui n'empêche que c'est très intéressant, mais c'est un peu ça empêche de voir les luttes comme des choses plus ancrées dans oui, tout ce côté de solidarité, d'apprentissage commun, etc. Et pardon, j'avais un exemple en tête, mais ça m'est sorti de la tête, donc vas-y, ça me revient.
Non, mais c'est vrai, et je trouve que ce que tu dis sur c'est souvent un homme blanc, c'est intéressant parce que dans The Expanse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire le côté révolutionnaire plus violent, il est incarné par un homme racisé, je dirais, peut-être d'origine arabe, enfin, c'est pas forcément clair. Et puis à côté, on a le héros blanc qui vient expliquer que non, quand même, faut discuter avec les différents diplomates. Et c'est vrai que et sur le côté individualiste, je suis complètement d'accord, que la SF a tendance un peu à individualiser les choses, c'est-à-dire à nous présenter des héros qu'on va suivre, alors que derrière, peut-être, effectivement, il y a une rébellion, il y a des gens qui s'organisent, mais on les voit pas. Et c'est typiquement le cas dans Star Wars, où on nous parle tout le temps de la rébellion, et on voit pas beaucoup la rébellion, on voit les 2-3 héros qui vont être le visage de ça. Et c'est vrai que c'est que dans Andorre qu'on va voir un peu plus des gens plus multiples et plus nombreux qui s'organisent, et on voit différentes façons d'organiser une rébellion en sous-main. Mais sinon, on est toujours à suivre des héros individuels, et c'est vrai que ça dépolitise beaucoup. Souvent en face d'une masse complètement aliénée, dans Zélif, par exemple, je crois que c'est à ça que je pensais. Où pour le coup tout le monde vit complètement, tout le monde se fait complètement avoir par le monde qui les entoure, et donc il y a le côté où il va y avoir une petite poignée en fait de rebelles, mais qui sont pas forcément avec la masse, qui sont pas forcément pour aider tout le monde à s'émanciper, qui vont plutôt voir le reste de la population aussi comme des personnes qui sont dans ce système-là. Nous, on essaie de leur sauver la peau, mais ces ingrats, ils sont pas forcément... C'est vrai, et si on réfléchit à quelles sont les images de la masse, des masses qu'on a dans les films de science-fiction, c'est quand même globalement des masses de méchants, c'est des masses de monstres, c'est des masses de robots, c'est les clones dans Star Wars, c'est, je sais pas, des extraterrestres, des insectes, on n'a pas une masse politisée, active, qui se rebelle à l'écran. Enfin, j'ai vraiment réfléchi à avoir des espèces d'images en tête de masses qui se rebellent en science-fiction, et j'en ai pas. En micro, il y en a une qui va arriver, ce sera la saison 2 de Silo. Parce que tu as la rébellion du bas, donc de tous les ouvriers, qui est important dans le roman. Mais du coup, je voulais juste rebondir. Ce qui est intéressant là, c'est que vous évoquez depuis tout à l'heure des œuvres occidentales. Sortons justement de toute forme d'ethnocentrisme et allons voir justement des œuvres qui sont non occidentales, non américaines. Parce que là, vous citez effectivement, quand vous parlez de l'archétype de la rébellion, l'archétype du personnage, on renvoie systématiquement en fait à une grille de lecture qui est occidentale, qui est hollywoodienne. Donc, alors prenons un exemple, le plus évident, c'est Snowpiercer. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut amener justement, quelle est la petite nuance par rapport à une œuvre occidentale? Sachant qu'ils ont adapté ce film, alors qui est une bande dessinée française au départ, adapté en film coréen, qui a été adapté en série télé américaine et qui a été un total naufrage. Parce que justement, ce qui a été amené à l'époque, c'est que les scénaristes états-uniens ne savent pas écrire sur la lutte des classes, parce que ce n'est pas un élément dans leur culture. Qui fait que donc, ils sont complètement mis à côté, ils ont essayé de corriger le tir, mais c'est pas quelque chose qui est instinctif. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, en fait, moi depuis tout à l'heure, ça me fait aussi penser à un truc, c'est que justement la démarche hollywoodienne du fait de, en fait, justement se baser sur des héros qui éventuellement, il y a quand même des masses qui suivent le héros, quoi, qui peuvent être des masses gentilles, mais qui restent des masses en fait comme ça. C'est le même débat qu'il y a eu pour contrer ça, qui était en gros le truc soviétique du début, du cinéma soviétique du début. Alors je vais un tout petit peu moins à l'est, mais en vrai c'est intéressant parce qu'il y a une vraie tentative de penser ça et de dire c'est pas comme ça qu'on fait. Et les trucs à la Eisenstein et tout qui sont, alors bon, c'est pas de la science-fiction, mais c'est des trucs qui montrent une révolution, qui montrent une rébellion. Et en fait le délire c'était justement de faire en essayant justement de calquer un truc un peu marxiste là-dessus pour parler de lutte des classes et tout, qui était de dire bah non, en fait, grâce au montage et à comment on va faire les plans et tout, en fait la révolution va montrer que c'est une foule. Mais que c'est une foule en individualisant les visages, les machins, et on va les accumuler en fait comme ça pour montrer plein de personnages un peu comme ça iconiques et tout, qui sont pas forcément héroïsés au sens où ils n'ont pas d'arc narratif forcément au sens hollywoodien du terme. Et en fait pour dire bah en fait non, justement c'est un seul héros, le peuple comme on dit, ce truc d'avoir en fait qui a été vraiment théorisé à fond par les soviétiques et qui je pense aussi peut être critiqué aussi dans le sens où en fait ça donne quand même un type de cinéma qui est super intéressant parce qu'il remet en cause complètement justement la méthode hollywoodienne, et puis là pour le coup qui est fait par des gens qui voient à peu près ce que c'est faire une révolution, en tout cas dans les premières années, ils ont un petit peu ça dans l'actualité quoi, et en même temps qui donne un type de cinéma qui est
peut-être aussi des fois un peu moins accessible, mais même il y avait des films d'Eisenstein où en fait le public russe disait on comprend pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu symbolique et tout machin. Et du coup, en fait, je pense qu'on peut voir aussi d'autres façons de faire. Et justement, par exemple, il y a une autre solution pour moi, c'est les choses plus chorales. Tu vois, où en fait, en gros, tu vas avoir plein de personnages qui vont représenter, qui vont quand même être un peu héroïsés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des arcs narratifs et tout, mais qui vont représenter des aspects en fait de tout ça. Je trouve que c'est un peu le cas dans Snowpiercer d'ailleurs, justement parce qu'en fait les personnages ont, alors il y a un peu des leaders et tout, mais de toute façon il y a toujours des leaders, c'est aussi le cas dans la réalité, mais ils ont des motivations différentes. Ils ont des espèces d'alliances de circonstances aussi qui sont hyper intéressantes. C'est un truc qu'on retrouve qui fait qu'en dehors, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu en dehors du schéma habituel. C'est que en fait, il y a ce côté un petit peu choral et qui est pas juste ah, le régime est méchant. Ouais, moi je trouve aussi let's go. Et ils sont tous d'accord pour péter la gueule au régime parce que c'est un régime méchant. Là, en fait, ils sont pas insatisfaits des mêmes choses et ça crée des tensions dans le groupe. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant comme approche parce que du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont se trahir, qui vont pas être d'accord, qui vont être leader à un moment puis pas à un autre. Puis bon, alors, je vais pas spoiler non plus. Genre Snowpiercer, il y a aussi la fin en fait qui est quand même qui est là très très différente des schémas qu'on peut avoir d'habitude, mais ça c'est un truc justement que effectivement il y a certains cinémas qui font quand même mieux que d'autres. Et tu peux, voilà, sans spoiler Snowpiercer, je prends The Host du même réalisateur de Bong Joon-ho. Qu'est-ce qui va te poser la question de spoiler la fin de... Non, il y a quand même un truc, je pense parce que... non, mais juste la fin, en fait, il y a eu un gros débat là-dessus, et qu'il y a juste une dimension métaphorique. Je sais pas. Mais... Moi, la fin, quand même, me fait un peu relativiser la force politique de ce film, parce que... il y a une rébellion, mais comment faire pour le dire sans spoiler, c'est pas une vraie... On se rend compte, c'est pas une vraie rébellion, que tout ça est quand même organisé de l'extérieur. Et du coup, ça relativise quand même la force de ce collectif de cette lutte des classes, parce qu'on se rend compte que c'était d'une certaine manière manipulé, sans vraiment vouloir dire comment. Non, elle et est manipulée. du coup, je me suis dit, c'est dommage, on a là, une rébellion d'un groupe de personnes, et puis en fait, c'était dans un autre but qui n'est pas vraiment un but politique. Alors, après, t'as la fin, qui est le fait que les 3 enfants qui sortent du train, faut juste voir ça comme une métaphore. Hein. La société, je pensais pas de quand on sort du train, c'est quand ils arrivent. Oui, quand ils arrivent, il y a manipulation, mais l'idée juste qui est développée, enfin moi, c'est telle la grille, c'est que le fait qu'ils sortent, c'est qu'il faut sortir juste du système. On s'en fout que ce soit de la neige ou pas, ou que ce soit crédible ou pas. L'idée, c'est juste, ça ne sert à rien de révolutionner une structure qui est déjà pourrie dès le départ. La vraie révolution, en fait, le vrai acte de rébellion, c'est juste de quitter en fait le système. Et donc la question du séparatisme, ce genre de choses. Mais qui est en fait, moi je trouve que c'est quasiment la même, c'est le twist à la Matrix en fait. Et c'est vrai que je trouve intéressant sur comment tu le présentes aussi, parce que justement il y a ce truc qui est le même truc que l'architecte dans Matrix en fait, globalement. C'est-à-dire quand ils arrivent à un point de rébellion, il y a au bout d'un moment un mec qui leur dit, bon désolé pour les spoilers hein, du coup, mais en gros il y a un mec qui leur dit, qui est le détenteur de l'autorité du truc qui est en place quoi, et qui leur dit ouais ben en fait je sais bien que vous allez vous rebeller, et en fait tout ce qu'on va faire c'est on va relancer la machine. On peut le résumer dans les deux cas à peu près à ça. Alors dans Matrix, c'est l'idée que en fait les humains vous êtes chiants, on essaie de vous opprimer et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas supprimer de rébellion, on en aura forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la comment dire, c'est pas juste la contrôler, c'est l'encadrer, c'est-à-dire on va dire dans quel périmètre ça peut être acceptable. Vous avez manifestement besoin de ça, ce qui est un truc assez méta d'ailleurs, parce que c'est une façon de dire aussi bon ben en fait t'as des films ou des œuvres ou des trucs comme ça qui vont te donner ce sentiment de rébellion, puis en fait voilà c'est de la rébellion un petit peu voilà, on te laisse un espace cathartique, en gros tu vas faire ton truc et à la fin ce qu'on va te demander de faire c'est relance la machine s'il te plaît. Et effectivement dans les deux cas il y a un refus, et un refus qui implique que peut-être en fait tu tout en fait. En fait, si tu reprends pas la machine, quand Neo refuse et quand les gamins refusent, dans Snowpiercer, il y a ce truc de dire... Alors, ce qui fait que la fin de Snowpiercer, elle est un peu étrange aussi, du coup, parce que tu te dis, merde, en fait, est-ce qu'ils viennent pas juste de tout détruire, en fait, en faisant ça? Mais ça pose la question, justement, de est-ce que tu vas juste relancer la machine et faire continuer le truc, ou est-ce que tu casses la machine? Et est-ce que c'est pas hyper dangereux de casser la machine? Alors Matrix il donne un truc comme ça continue, après il donne un truc
plus positif et un peu moins ambigu dans le sens où ils arrivent à créer autre chose à la fin, ce qui dans Snowpiercer est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus soit métaphorique, soit en tout cas pas explicité. Et t'as ouais, vachement ce truc-là. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, le truc de les Américains, ils savent pas faire de trucs lutte de classe en fait. Alors, on pourrait trouver plein d'exemples de trucs très très bien lutte de classe qu'ils font, mais je suis un peu d'accord. Et effectivement, tu vois le cinéma de genre de Corée du Sud, c'est assez ouf, dont Snowpiercer, mais plein d'autres trucs. C'est que c'est même pas que eux ils savent faire, c'est que ils font que ça quoi. Genre c'est vraiment les trucs connus mais même les trucs les plus popcorn, genre Squid Game ou quoi. C'est constant en fait, genre vraiment ça les habite et du coup ils présentent pas du tout les choses de la même façon. Et j'allais prendre l'autre exemple de Bong Joon-ho qui est un film, alors c'est un film de monstre, SF, on pourrait dire que c'est de la SF parce qu'il y a un monstre quoi, mais The Host, ce qui est génial, c'est qu'en fait c'est juste un film de monstre. C'est genre, enfin voilà, on en a vu 15 000, sauf que bon, c'est assez ouf. Le monstre en plus il est un peu pourri, c'est pas Godzilla quoi, il fait des dégâts, mais il est un peu naze, il sait pas trop ce qu'il fait, etc. Et tout. Et ça pourrait être un film hyper classique. Qu'est-ce qui est intéressant dans The Host, c'est que c'est une des premières fois où, au lieu de voir ce qu'on voit tout le temps comme truc un peu pourri, c'est-à-dire à l'américaine qu'ils ont fait 400 fois, c'est on va voir des Marines, des scientifiques, des gens en position de pouvoir qui vont dire comment on gère la crise, nanana, et tout, Independence Day. Et même quand ils font des Godzilla, ils refont la même chose. C'est-à-dire qu'ils font Godzilla, on va suivre un Marines, genre le Godzilla de Gareth, je sais plus, Gareth Edwards ou Evans, je sais plus, lequel, c'est exactement ça, quoi. C'est en fait, ils te font on va refaire un Godzilla, il va être super joli, etc. et tout. C'est quoi l'histoire? Bah, on va suivre des scientifiques et un Marines, super. Et dans The Host, on suit plein de gens des classes pop coréennes, en fait. C'est-à-dire, on suit, c'est une famille. Alors, il y a le vieux qui tient sa petite gargote faire son truc. Son fils qui est un peu débile, mais qui l'aide, qui est quand même bien intentionné. On voit la sœur qui est une sportive de haut niveau, qui essaie de s'en sortir comme ça. Le frère qui est un étudiant hyper politisé et hyper organisateur et tout, machin. Mais en fait, qui est chômeur parce qu'en fait, il n'y a plus de taf pour les gens qui ont des diplômes, des trucs comme ça. Et on voit tout ça. Et c'est eux qu'on voit confronter non seulement le monstre, mais en fait confronter l'armée, la police, les scientifiques et tout, qui sont normalement les héros dans les trucs américains. Donc je suis assez d'accord pour dire que ces schémas-là, ils sont super, hyper intéressant de voir d'autres façons d'aborder ces trucs-là, quoi. Alors, je me permets du coup, je fais le lien un petit peu, ta question d'avant, du coup pour sortir un petit peu de la vision eurocentrée. Et par exemple, et si on considère que les films de monstres, c'est des films de science-fiction, du coup on peut voir par exemple, c'est un peu ce que tu dis, les films en Amérique latine de genre et on va dire science-fiction un peu horreur quoi, ça se passe quand même principalement dans des petits cadres intimistes, dans la famille, dans un hôpital, entre des personnes, entre eux souvent. Alors souvent par exemple il y a l'image du patron vampire avec ses ouvriers, etc. Et donc qui est un monstre. Après oui, ça peut être de la science-fiction, oui bien sûr finalement. Et il y a aussi, il y a un film, je crois que ça s'appelle Santa Carne, où ça se passe en fait dans une famille bourgeoise qui représente finalement une famille de colons, etc. Donc c'est colombien, il me semble. Et où en fait, celle-là, c'est la rébellion vient des enfants, et c'est les enfants qui vont se rebeller par rapport à leur famille, donc dans un truc un petit peu horrifique, etc. Voilà, ils deviennent plus ou moins monstrueux et tout ça, donc bon, là aussi on peut se demander, hein, rébellion monstrueuse, etc. Mais qui en même temps se sert pour dénoncer, que ce soit la bourgeoisie, que ce soit les colons, etc., les grands patrons, les grands propriétaires terriens, etc. Souvent, ça va y avoir la métaphore du monstre et la rébellion qui vient parfois même au sein de la même famille, ou alors en tout cas dans le même domaine, enfin qui reste... Effectivement, il n'y a pas la police qui arrive dans tous les sens. C'est une question de budget aussi. Hein. Peut-être que si demain l'Amérique latine avait les moyens, il y aurait des extraterrestres dans tous les sens qui débarqueraient et les indigènes qui les buteraient tous. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que les films qu'ils ont fait, plus science-fiction, horreur, etc., ça reste dans un cadre plus petit et des métaphores, voilà, dans des petits, des histoires plus proches en fait. Et je trouve que effectivement, c'est très intéressant ça. Moi, c'est très personnel, mais moi, ça me sort toujours un peu trop du film quand il y a trop de militaires, trop d'hélicoptères, enfin, j'arrive pas à m'identifier qu'au bout d'un moment, même si parfois c'est hyper impressionnant, c'est sympa à voir au cinéma, mais c'est vrai que c'est plus glaçant souvent, la science-fiction, même Ex Machina, il me semble que je l'ai vu à sa sortie, donc je crois que ça fait peut-être 10 ans. 2015 peut-être. Ouais, donc je me rappelle plus très bien, mais dans mon souvenir, tout se passe dans une maison, juste entre un homme et une machine. Par exemple, c'est vrai que moi, c'est vrai que quelque chose qui va plus peut-être me parler qu'effectivement
Même si après ça peut rester tout aussi politique, ça peut dénoncer les très grandes institutions, mais quand c'est plus proche, effectivement, comme The Host, etc., de la famille et enfin, c'est plus... Ouais, et dans la culture aussi en Asie, il y a la rébellion contre des entreprises. Parce que là, on a parlé beaucoup de rébellion contre des États ou des structures politiques, mais il y a ça aussi. Et c'est vrai que là, dans Ex Machina, bon, c'est pas asiatique, mais il y a ce côté-là, on se rebelle contre une entreprise. Et puis, je sais pas, même dans le jeu vidéo, Final Fantasy VII, finalement, c'est une rébellion aussi contre des entreprises qui gouvernent toute la culture cyberpunk aussi. On va retrouver ça. Et du coup, ça sort un petit peu du truc trop politique, un peu classique, et ça permet de réfléchir un peu économiquement aussi les choses, je pense. Je sais pas si on a d'autres exemples de rébellion contre des entreprises. Non, mais Final Fantasy VII, c'est un super exemple parce que justement, c'est assez étonnant à quel point c'est radical en fait pour un truc comme ça. C'est Et des éco-terroristes. Hein. Oui, c'est Ils sont, littéralement des éco-terroristes dans le truc. Et effectivement, on peut, je pense, le lier au fait que, alors pas que, on peut le donner, attribuer ça aux auteurs ou quoi, mais le fait que ce soit un jeu vidéo japonais, à mon avis, c'est pas un... Voilà, il y a un truc aussi peut-être de... on avait moins l'habitude de voir des traitements comme ça du truc, et c'est des années avant qu'on fasse des films en Occident avec des éco-terroristes, ou genre dans les années 90, il y avait que ça, quoi, où t'avais... alors notamment les trucs anglais, parce qu'à l'époque ils avaient tout le truc de Front de Libération des Animaux et tout, qui étaient considérés vraiment comme des grosses menaces terroristes, et où t'as eu les trucs des Batman avec les Poison Ivy, les Ra's al Ghul et tout, et t'as eu l'armée des 12 singes 28 jours plus tard, où il y a des alors bon, c'est relativement anecdotique dans le film, mais c'est quand même la cause du truc, quand même symboliquement c'est ça, et c'est tout la même période, mais parce que ça s'explique, parce que c'était dans la mentalité. Alors Final Fantasy VII, non, rien à battre, ils font le truc, mais bon, c'est présenté comme une dystopie, donc ça passe. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment les gentils, pour le coup, dans Final Fantasy VII, alors que dans d'autres films où il y aurait des terroristes ou des rébellions, ça serait un petit peu plus shady. On ne saurait pas exactement si on est complètement avec eux ou pas. Notamment dans les Marvel, plus récemment, là, je crois qu'il y a des groupes terroristes, là, dans, je sais plus, Falcon, tous ces trucs-là, il y a des groupes un peu terroristes, on ne sait pas trop si c'est les gentils pendant la moitié de la série, et puis en fait, non, on trouve qu'ils vont trop loin, parce que justement, ils sont militants, mais ils sont un peu violents, etc. Les Godzilla, justement, je parlais de Godzilla, les Godzilla ricains, justement, là, ils essaient de faire une espèce de Marvel Cinematic Universe avec des monstres, avec King Kong, Godzilla et tout, et dans King of Monsters, je sais pas si c'est le cas dans les autres, mais les méchants, c'est ça. C'est, je sais plus, ils sont sur un truc de oui, en fait, il faut lâcher les monstres parce qu'en gros, c'est la nature qui règle le problème que genre l'humain c'est le virus, machin et tout, et c'est les méchants qui font un truc comme ça. Mais en fait, t'avais déjà Thanos ou des trucs comme ça. Et genre, moi, il y a un exemple que je prends je trouve qui est hyper en comparatif, qui est bien sur ce qu'on peut faire de manière différente. Il y a eu une mode ces dernières années des trucs sous l'eau. Et qui ont toujours un thème un peu écolo, justement, parce que les fonds marins, etc., la pollution, tout ça. Et en quelques années, on a eu 3 films que j'adore comparer, qui sont Aquaman, le truc de DC Comics, donc un truc de super-héros, Wakanda Forever, qui est la suite de Black Panther, qui est aussi un autre truc de super-héros, où il y a Namor, qui est un personnage qui, d'ailleurs, même historiquement, est un genre d'éco-terroriste, on pourrait dire, puisque le terme est à la mode maintenant, mais en gros qui se bat pour l'océan, la planète, machin, et tout ça depuis des décennies, et Avatar. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que si tu prends ces 3 films qui sortent à peu près dans la même période et qui ont à peu près un petit peu ce thème-là, même si par exemple le Namor, qui est plutôt justement un personnage qui est sur l'écologie, là dans le film, ils l'ont beaucoup relié à la question coloniale et tout, parce que c'est les films Black Panther et tout. Dans Aquaman, le méchant, c'est un Atlante qui dit les humains vous polluez tout. Le film admet totalement que c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de tuer leur écosystème. Et du coup, lui, il dit on va les attaquer, on va faire la guerre et on va leur péter la gueule. Heureusement, Jason Momoa arrive et dit c'est vrai, tu as raison, les humains font n'importe quoi, mais t'es quand même super méchant et quand même super violent, donc je vais te péter la gueule. Et il lui pète la gueule et c'est réglé. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, personne va dire du coup, les humains en échange pour y arrêter de polluer, ou je sais pas, on peut trouver. Non, c'est juste pas abordé. C'est comme avec Thanos, c'est genre le mec il dit ouais, t'as un peu raison, mais on va te péter la gueule, et puis fin du film, quoi. Il y a toujours le point au milieu du film où on va nous faire comprendre qu'il est vraiment méchant, ouais, avec un acte vraiment horrible. Ah, et il là, fait des trucs on peut horribles. plus du tout être d'accord avec son message écolo ou de gauche de début. On se dit non, c'est un vrai méchant, donc faut vraiment le tuer. Ah ouais, carrément. Et genre Namor, c'est un
c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est un peu l'antagoniste du film, mais c'est quand même un peu un gentil, et c'est juste que les circonstances et le fait qu'en fait il ait des méthodes un peu violentes et tout, fait qu'on va devoir se confronter à lui, mais par contre il est quand même traité comme quelqu'un de bien. C'est juste, bon, il faut l'arrêter, mais quand même il est cool. Donc c'est un peu l'entre-deux. Et Avatar, en fait, bah, les gentils, c'est si tu schématises, c'est le méchant d'Aquaman, en fait. C'est des gars qui disent, bah non, on est en train faut se mettre du côté des indigènes et contre physiquement contre l'espèce de complexe militaro-industriel. Toi, tu défends qu'Avatar c'est le meilleur film. Ah mais de moi rébellion. je suis, alors ça c'est un long débat, mais là c'est pour le schématiser. Moi je trouve que Avatar c'est très très radical dans la façon de faire. Je suis obligé de vous couper le micro et d'intervenir. On va parler d'Avatar. Du coup, le Twitch, la commu Twitch, c'est très bien que je suis là. Ouais. Je rigole en fait. C'est bon, je vais pas rentrer là. Mais bon, c'est surtout après ça. Mais ils savent très bien dans le chat là que le mot Avatar était sorti, que je bondis en ouais. Insupportable. Jals out. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est que schématiquement, c'est trois façons globalement de traiter le même type de rébellion sur le même type de thématique, et en positionnant sur l'échiquier pas du tout les personnages de la même façon. Voilà, pour rester dans les trucs un petit peu hollywoodiens justement, où il y a, en fait, c'est assez criant si tu les compares entre eux à ce niveau-là. C'est pas assez c'est pas caricatural finalement tout ça. De quoi, c'est-à-dire une manière de faire méchant, méchant moyen, et le méchant devient gentil. Parce que là, au final, quand je vous écoute, quand on parle de rébellion dans la culture occidentale, putain, c'est pas très beau quand même, finalement. C'est pas très... Comment dire ? C'est pas très emballant. On parle de gens qui trahissent des révolutions, des gens qui veulent pas renverser le système, mais veulent le restaurer. Je trouve rien de vraiment, finalement, très subversif dans l'évocation des œuvres qui sont évoquées là. Mais après, c'est vrai qu'on parle quand même d'œuvres justement que sont grand public, la plupart dont on parle. Après, il faudrait peut-être aller chercher dans la SF beaucoup plus méconnues, on va dire, ou plus petit budget, indépendante, etc., pour trouver des choses bien plus radicales. Pour le coup, avec peut-être des discours anarchistes, vraiment, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Là, c'est vrai que si on parle je pense, peut-être que c'est un peu bateau ce que je raconte, mais je pense que les grands films de SF qu'on connaît un peu tous, qui nous fait un peu tous, qui sont un peu tous des références, forcément, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, c'est souvent occidental, c'est souvent la proposition pourra pas forcément être totalement radicale. Il faudra bien qu'au milieu, on glisse aussi une histoire d'amour, et puis qu'on glisse aussi des histoires quoi que, par contre, ça peut être intéressant aussi, les histoires d'amour et d'amitié dans la Révolution, ça c'est... Heureusement qu'il y en a. mais effectivement, je pense pas que ces grands films-là puissent avoir forcément un discours qui soit totalement... vraiment radical, disons, ou alors, après ce que tu dis aussi, le fait qu'il y ait des leaders qui trahissent, etc., ça existe aussi, donc ça marche aussi, mais... Disons que là, moi, j'ai toujours un exemple qui me vient, mais qui n'est pas lié directement à la rébellion, mais qui est la série Battlestar Galactica, la version 2000, qui pour moi est une des séries qui, à la fin, la plus radicale que j'ai jamais vue. Le fait qu'ils ont la technologie, ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils arrivent sur cette nouvelle terre et qu'ils décident de tout jeter pour recommencer à zéro. Moi, perso, quand je suis tombé dessus, j'ai fait « Ah ouais, quand même, là, ils ont fait un choix, c'est radical ». Et voilà, et du coup la question, est-ce que sur les œuvres de rébellion, j'arrive pas à trouver pour l'instant une œuvre qui soit d'une radicalité comme ça, qui vraiment renverse la table en fait. Après, là c'est vrai qu'on essaie de se cantonner un peu au cinéma, et le cinéma en plus de science-fiction qui, bah, du coup, de fait, alors on peut faire de la science-fiction à un petit budget et tout, mais le gros du truc, c'est des films qui demandent des moyens et tout, donc plus de moyens, plus d'enjeux économiques, donc ça va lisser carrément. Donc j'imagine, et là je serais pas hyper fort pour en parler, j'imagine par contre en littérature, il y a beaucoup plus d'opportunités parce que tout simplement il y a moins ces enjeux économiques là, et je suis sûr qu'il y aurait des tonnes et des tonnes de trucs à citer là-dessus. Et on voit même que par exemple la BD V pour Vendetta, qui déjà pour moi est à la limite du truc qui est quand même très connu, mais qui est fait par un anarchiste politique, révolutionnaire et tout, et qui est déjà, du coup, lui, il est arrivé à faire un truc réellement subversif et tout, déjà, boum, ça passe déjà au cinéma, déjà on lisse un petit peu les trucs, on change un petit peu, on fait un truc un peu plus vague, donc bon, voilà, il y a déjà, voilà, et parce que aussi, il y a des enjeux économiques. T'as l'exemple de DMZ. J'ai pas vu DMZ, c'est une BD DMZ, c'est un comics américain qui traite d'une nouvelle guerre civile américaine.
Tout se passe à New York dans une DMZ. Donc la BD est vraiment intéressante, elle allait jusqu'au bout et tout. Ils ont fait, alors c'est HBO je crois, ou je sais plus, ou Amazon, ils ont fait la première saison. C'est une catastrophe. Ils ont tout réécrit, ils ont tout vidé en fait. Alors déjà la BD amenée à certains thèmes, ils faisaient attention, tu vois, ils manœuvraient, mais c'est Vertigo, donc il y avait moyen de faire. Mais là, la série en elle-même, ils ont élagué tout ce qui pouvait être traité. Alors c'est pas directement la rébellion là, si on est sur la guerre civile. Mais ça me permet toujours de rappeler qu'au milieu des années 2000, tu as deux séries qui sont sorties aux États-Unis. Il y a Flash Forward et surtout Jericho. Et ce qui est intéressant, c'est que Jericho traite d'un complot intérieur avec une partie du gouvernement américain qui devient vraiment ultra fasciste et qui balance des tas de bombes atomiques sur plein de villes. Ils ont tenu 2 saisons. Donc même à la première, c'était déjà quasiment acté qu'ils ne voulaient pas, si tu veux, traiter de la question. Ils ont réussi à avoir 7 épisodes ou 8. Là, ils ont pu balancer vraiment ce qu'ils voulaient dire là-dessus. Et après, la série a été censurée. Et j'ai un double exemple justement sur le. En fait, justement, ce côté, la SF, forcément, au cinéma, en fait, tu vas te retrouver coincé avec. Faut justifier un budget, faut machin et tout. Et du coup, à la limite, tu vas le trouver plus dans de la SF un peu indé ou quoi. Et bon, j'y pense forcément parce qu'on a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, mais il y a un truc, par exemple, qui me fait rire, c'est la série des films The Purge, qui sont des films de SF ou d'anticipation à budget très très faible, qui cartonnent de ouf, à vocation purement commerciale et tout. Là, pour le coup, tout le monde est méchant. Comment ? Là, pour le coup, le peuple méchant. Non, méchant. justement, au contraire, justement, en fait, c'est assez étonnant. En fait, dans la saga, alors oui, les gens sont un peu méchants parce que le pitch, c'est il y a une nuit. Là, j'ai souvenir que des premiers que j'avais beaucoup aimé, mais donc la nature humaine est mauvaise, disons. Oui, non, mais non, justement, en fait, ce qui est ouf, c'est que en fait, ils expliquent que c'est complètement. Déjà, c'est pas tout le monde ne réagit de la même façon à la purge, et c'est complètement orchestré. C'est-à-dire qu'en fait, on a poussé les gens et on les a un peu câblés pour que quand il y a la purge, c'est-à-dire le moment où tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent, les gens s'entretuent. Et au contraire, ça reproduit des trucs de domination et tout. Et un truc qui est drôle, c'est que c'est des films un peu débiles. Genre c'est un peu c'est marrant, c'est high concept et tout truc. Et en fait, c'est assez radical sur plein de trucs de manière assez étonnante. Et je pense que c'est lié à 2 choses. C'est lié au fait que comme il n'y a pas de gros enjeux en fait en termes de budget et tout, et que c'est des films un peu marrants, enfin un peu c'est un peu fun quand même dans le genre. En fait, ils peuvent être un peu exagérés et en fait dire des trucs sans battre les couilles. En fait, ils peuvent dire des trucs un peu radicaux et tout. Et surtout, c'est des films qui sont faits par des gens qui ont en tête, alors dans une version beaucoup plus d'exploitation, on va dire, du truc. En fait, un cinéma des années 70 de SF, et du coup, ils ont en tête Romero, Carpenter. Verhoeven peut-être, tu vois, des trucs, ou les Mad Max ou des choses comme ça, et du coup ils ont des images, en gros ils ont un imaginaire des années 70 qui était beaucoup plus rebelle et révolutionnaire. C'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais quand même il y avait un peu un délire comme ça. Et un truc tout bête, tout à l'heure vous parliez du héros souvent qui est un homme blanc, enfin en gros qui est un héros habituel de Hollywood et tout machin. Mais il y aurait des contre-exemples, et notamment il y a un truc, c'est beaucoup de leaders de rébellion dans un certain nombre de séries ou de films et tout. Alors dans les années 70, mais ça c'est resté maintenant parce que c'est une icône, ça va être un Afro-Américain. Parce qu'en fait, ça vient beaucoup du cinéma des années 70, qui est que, sans que tu aies besoin de dire que, je sais pas, c'est une question de racisme ou un truc comme ça qui fait qu'il va se rebeller, tu le dis même pas forcément, en fait, c'est une icône, c'est le Black Panther, c'est aux États-Unis, c'est une figure révolutionnaire, le leader afro-américain qui est charismatique, qui est révolutionnaire, qui est machin, et tu l'as, alors, de manière un peu involontaire au début, dans les films de Romero, par exemple, où il y a toujours cette figure-là depuis le premier film. T'as ça, par exemple, The Purge, tu sens que ça ressemble beaucoup à, par exemple, Warriors de Walter Hill, où il y a ce personnage du leader afro-américain, un peu à la Panthers et tout machin. Et dans The Purge, par exemple, ou dans des films comme ça, ils reprennent cette figure. Et puis ils ont des bérets et des trucs comme ça. Mais c'est jamais, ce que je trouve fou, c'est que c'est purement de la représentation, parce que en fait, c'est jamais dit à aucun moment que c'est des Black Panthers ou qu'il y ait une quelconque histoire de racisme là-dedans. C'est juste que ça marche à la simple représentation. C'est que c'est une figure rebelle qui s'est imposée historiquement, et puis dans les imaginaires. Et par exemple, un truc tout bête, dans The Purge, il y a un personnage qui revient et tout, qui est dès le premier. Le personnage qui doit se planquer dans une maison parce qu'il est pourchassé par des gens qui veulent le tuer, c'est plus ou moins un SDF. Et c'est des bourgeois qui, justement, veulent le tuer parce que pour eux, sa vie, elle vaut rien et tout. C'est jamais dit qu'ils veulent le tuer parce qu'il est noir. Par contre, le fait que ce personnage-là soit noir,
bah, ça rajoute un truc et ça fait appel à tout un tas de trucs, surtout quand après, dans la série, tu vois les rebelles, il y a un groupe de rebelles qui sont présentés comme plutôt des gentils, même si quand même ils sont un petit peu violents parce qu'ils utilisent la purge contre la purge, en gros, et qui sont totalement des Black Panthers en termes d'esthétique. Et il y a un truc qui me fait rire, je termine là-dessus sur The Purge. Par exemple, il y en a un, c'est Election Year, et c'est pendant l'élection. Et du coup, celui-là, en fait, il n'est pas hyper radical dans le sens où, en gros, l'idée, c'est il y a une candidate qui pourrait gagner contre les méchants. Et du coup, faudrait, si on la met au pouvoir, il n'y aura plus la purge et c'est bon. En fait, elle fait campagne que contre la purge d'ailleurs, c'est le seul sujet qu'ils ont dans cet univers-là. Et du coup, elle est un peu pote avec les rebelles, mais des fois, elle est obligée de les empêcher de faire des trucs violents. Elle leur dit non, arrêtez, faites pas ça. Là, vous dépassez les bornes. Vous devenez comme eux. C'est pas bien. Faites-moi élire et puis c'est bon. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui est très drôle, c'est que ça a été fait avant l'élection de Trump. Et en fait, ça se sent vachement parce qu'il y a ce côté de ouais, bon, on va résoudre ça, on peut résoudre les trucs par l'élection et tout. Et dans ceux d'après, ils en ont plus rien à foutre. C'est que, genre, les rebelles, c'est des gentils et c'est tout. Il n'y a plus d'histoire de on peut régler le problème par un truc électoral, par un truc de réforme ou quoi. Et c'est marrant de voir les dates en fait des films parce que ça change complètement aussi le niveau de radicalité en fait du film qui peut se permettre beaucoup plus de trucs à un moment où ils sont là, bon, on s'en fout, vas-y, on dit ce qu'on veut, c'est des petits films d'exploitation, voilà quoi. Du coup, juste en anecdote, saison 2, Rick et Morty, il y a un épisode qui renvoie à la purge sur une planète et qui est génial et qui est radical, puisque une des filles de la planète pique des armes à Rick et Morty parce qu'elle veut renverser le système. Et qu'à la fin, donc, il y a tous les bourgeois qui sont en train de faire un banquet en disant ouais, tous les autres ils sont en train de se massacrer. Donc il y a la fille qui arrive qui va tous les massacrer et elle propose à Rick bon allez vas-y. Il hésite puis finalement il dit non c'est quand même cool. Et là il massacre tout le monde dans la pièce. Donc côté radical. Et il y a ça dans la série The Purge d'ailleurs, il y a un truc un peu équivalent où les domestiques se rebellent contre la bourgeoisie qui est montrée comme étant responsable de la purge et n'étant pas touchée par elle parce qu'elle est capable de se protéger quoi. Donc voilà. On en est où? Est-ce que tout va bien? Parce que s'il y a des questions... Tout va bien, tout le monde est gentil. J'ai noté quelques petites remarques au fil de... On peut finir, reste 20 minutes. Et pour ben information, vas-y, si t'as des remarques. Donc j'ai noté 4 remarques. Lex Tutor demande, je ne sais pas si le sujet ferme à la question du contenu des œuvres, mais la reprise par les communautés... Alors forcément c'est au gré de la discussion. La reprise par la communauté de fans, c'est la meilleure démonstration d'outrage et de rébellion. Vous avez 1 heure. Enfin 20 minutes. Et sinon, toujours Lex. Il y a pas mal de Lex. Est-ce qu'il n'y a pas dans Matrix Résurrection, le 4, le témoignage encore plus méta, sans doute d'une rébellion d'une part du staff, réalisatrice en tête, jusque dans la production même du film? 4, la petite voix avait rebondi sur la question des JO, un commentaire qui avait été fait, disons d'ailleurs dans le thème des prochaines inter, effectivement, en avril prochain, visiblement les POF qui vont pas aux JO et pas au cinéma, ils iront encore moins cet été à Paris parce que ça parle de fermer les salles de cinéma pendant les JO. Ça c'était en lien, mais c'était en lien à un commentaire qui a été posé. Crowdagger écrit: la fin de Los Angeles 2013 m'avait marqué de ouf quand j'étais ado. Et enfin un certain Qu'est-ce que t'en dis a dit: dans un autre genre, c'est bizarre que personne n'ait encore parlé de The Handmaid's Tale, sur la figure de la rébellion, etc. Ouais, et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de rébellion de femmes. Et aussi, au début, j'avais dit que l'outrage, ça peut être l'outrage à une femme, et qu'un outrage, ça peut être un synonyme un peu poli pour dire viol aussi, parfois. Et que la SF représente quand même pas beaucoup ça. Et effectivement, je pense que The Handmaid's Tale, c'est vraiment le seul truc qui me vient à l'esprit quand je réfléchis à ça. Est-ce qu'il y a des rébellions de femmes vis-à-vis d'un ordre patriarcal dans la SF? Très peu. Hein, peut-être que pour revenir à du gros classique, Leia d'une certaine manière est outragée dans le premier Star Wars, enfin dans le 4, mais en fait elle est surtout outragée parce qu'elle est princesse, parce que c'est son rang politique et que c'est sa fonction qui est outragée, c'est pas parce qu'elle est une femme. Donc c'est un truc que je trouve qui est peu représenté aussi dans la SF. Et c'est vrai qu'on se rend compte que là on est obligé de chercher toujours des exemples qui sont un peu à la marge de la science-fiction depuis tout à l'heure. Peut-être. Notez juste que l'héroïne dans la. Là encore, on revient toujours à une question ethnocentrée. Hein. En culture occidentale, l'héroïne, ça sera l'héroïne à la Barbarella d'un côté, ou tu vois ce genre de choses. Si tu veux chercher des personnages plus intéressants féminins, il faut aller chercher chez les Asiatiques par exemple. Le personnage de Gum, parce qu'elle rentre en rébellion aussi à un moment ou à un autre contre son système.
est beaucoup plus intéressant, notamment le dernier arc qui se passe sur les guerres martiennes, qui est très intéressant sur le rapport de la guerre, de la rébellion, de la survie, ce genre de questions. Mais j'aurais tendance à dire que si tu veux chercher des personnages féminins plus forts, il faut sortir quand même relativement du cadre occidental. Donc là, on est un peu dans un aveu d'échec de la SF occidentale qui est un peu trop propre, qui est un peu trop... Non, qui est super patriarcal et super machiste. Qui est patriarcal et machiste, et aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est un peu peut-être aussi fasciné par la technologie, par ses moyens, par quelque chose qui est de l'ordre de la technique, et du coup, qui est pas très organique, et qui a du mal, du coup, à imaginer des gens, des masses de gens qui feraient des trucs ensemble. Après, alors... Moi, j'ai juste une vision un peu déformée sur le travail que j'avais fait sur le post-apo, mais sur la fiction post-apo depuis au moins l'après-guerre, aux États-Unis, en Angleterre, tu as une part, par exemple, d'autrices qui est beaucoup plus importante. Et par exemple, en France, on est le milieu SF a été extrêmement patriarcal et machiste jusque dans les années 2000. Hein. Et par exemple, l'explosion des autrices n'est qu'à partir des années 2000. Qu'avant, tu as même certaines autrices qui doivent porter des noms masculins pour se cacher. Il y a aussi cet impact qui est quand même vachement important. C'est clair qu'en littérature, il y a plein de choses super intéressantes, notamment des autrices afro-américaines en SF, mais c'est pas elles qui sont adaptées au cinéma. Comme là, on est sur le cinéma, on se rend compte qu'on reste complètement dans des schémas très classiques. Non, j'allais dire que non, ce qui me viendrait en tête peut-être de SF avec des personnages féminins marquants, ce serait les films de Cronenberg. Là, pour le coup, c'est pas forcément l'héroïne, mais c'est des personnages qui marqueront, on va dire, ces films-là. C'est vrai que c'est ce qui me viendrait là tout de suite. Et en plus, on pourrait jouer avec le truc en disant, voilà, du coup, c'est canadien. Mais Et alors, moi, je ferais juste une anecdote, ça me revient. Ce qui est intéressant, c'est les 3 films de Romero sur la trilogie Zombie. Parce que la version 68, 78 et 85... l'héroïne, parce que c'est oui, Romero, c'est quelque chose à part, c'est vrai. Ouais, mais dans le premier, elle n'arrête pas de crier. On est dans ce schéma très classique. Dans le deuxième film, elle apprend à utiliser des armes, elle s'émancipe. Benjamin, voilà. Je refais le lien avec ce que disait Benjamin tout à l'heure. Donc il y a le héros noir quand même dans le premier, qui était avec un final qu'on révélera pas ici, mais qui est politiquement hyper fort cinématographiquement. Donc, mais je te laisse et juste pour dire que le troisième, c'est la femme qui prend le dessus sur les hommes. Donc, si tu veux, Romero, de lui-même, de sa manière en tant qu'auteur, reconnaît l'évolution de la figure féminine, tu vois, sur 3 décennies quasiment. Et il me semble aussi que sur le 2, il y a aussi une femme enceinte qui fait partie du... Non, dans le 2, dans le deuxième, elle fait juste partie du groupe, si tu veux, mais au départ, c'est un personnage comme dans le premier. Mais c'était... Alors, pareil, je ne veux pas dire de bêtises, mais moi, j'avais lu, il me semble que justement, c'était une des premières fois qu'on avait une femme enceinte qui faisait partie d'un film, on va dire, avec de l'action, avec des zombies, etc. À ce moment-là, on représentait des femmes enceintes, voilà, mais alors en plus qui participent, qui se battent contre des zombies et qui courent à droite à gauche. C'est dans le remake, enceinte, ça. hein. Elle est pas enceinte. C'est dans le remake. Dans le remake de 2005 où elle est enceinte. Ouais, mais dans le remake de 2005, je crois pas l'avoir vu. Elle se bat pas en fait, elle accouche de l'enfant. Alors ok, je confonds alors, peut-être avec un film qui est pas de Romero, mais un film des années 70 avec une femme qui est enceinte et qui se fait pourchasser et qui court dans tous les sens. Ça me revient pas. Bon, mais là, attention à tout ce que je raconte. C'était juste pour mettre, si tu veux, l'idée que même un auteur occidental commence à produire des schémas très classiques. Donc la fille qui hurle, si tu veux, tout le long du film dans le premier, et il l'a fait évoluer parce que il prend aussi en considération l'évolution du personnage féminin dans la société. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le remake du premier fait par Tom Savini, le personnage féminin, comme le film est des années 80 ou 90, il y a un renversement complet, c'est que l'héroïne dans le remake est extrêmement vive, extrêmement agressive et survit et fait tout ce qu'elle peut pour... alors que dans le premier, voilà. C'est intéressant ce que tu dis, mais du coup ça reste aussi donc des regards masculins sur des personnages féminins. Et c'est vrai que ça, vous qui êtes plus connaisseurs que moi, est-ce que dans la SF, justement, à part les sœurs Wachowski,
qui est-ce qu'on aurait de réalisatrices bon, c'est comme toujours à chaque fois qu'on parle de cinéma, hein, pour trouver des réalisatrices c'est extrêmement compliqué, qui a réalisé des films de SF. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est pour ça qu'on reste quand même si y a des personnages intéressants, etc. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un bon personnage féminin que c'est un bon film, hein, c'est pas question, on s'en fiche, on va pas faire on compte pas. Mais c'est la question aussi que le regard quand même de la science-fiction reste un regard qui est toujours un petit peu le même. On pourrait dire ça, hein, bien sûr, pour le western, moins pour le film d'horreur peut-être, mais pour beaucoup de cinéma de genre. Mais c'est vrai que voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est marrant parce que je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on trouve pas de ce que tu disais, qu'on trouve pas de on a du mal en fait à se dépatouiller avec ce sujet, à trouver est-ce qu'il y a vraiment de la radicalité, qu'elle soit politique, est-ce que c'est pas toujours un petit peu voilà, les mêmes visions dans des mêmes sociétés, est-ce que c'est assez intéressant finalement qu'on essaye de se dépatouiller là-dedans. Là, on se demande est-ce qu'il y a des rébellions féministes, et on en est réduit à dire il y a un personnage féminin un peu plus intéressant dans le deuxième d'une série qui n'est pas tout à fait de la SF, donc c'est quand même assez révélateur du fait qu'il n'y en a pas. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même dingue. Qu'on n'ait pas un film de rébellion féministe de science-fiction. Enfin, il doit y en avoir, mais peut-être qu'on ne connaît pas nous aujourd'hui. En tout cas, pas grand public. Je pense qu'on peut là aussi, minorer en fait le problème, c'est que si tu tapes dans le manga, dans l'anime japonaise, des héroïnes, t'en as. Mais tu vois, là, à ce moment-là, on change on change de thème. Mais tu vois, là encore, on a des approches qui sont pas. Mais c'est lié à des problèmes économiques qu'on a évoqués. La science-fiction est un genre cher, donc qui est donc peut-être plus risqué pour les studios, et qui ils veulent être sûrs, ils vont mettre le paquet pour que ça marche, et donc ils vont faire la formule qui a toujours marché, et ils pensent que pour eux, c'est plus sûr. C'est comme le problème qu'il y a dans le jeu vidéo. Dans leur esprit, c'est plus sûr de rester sur des trucs classiques de personnages masculins. On va pas mettre en scène une révolution féministe dans un nouveau gros blockbuster de SF. C'est vrai que c'est souvent les Spielberg, les Cameron, en fait, les plus gros, ceux qui font les films de science-fiction dont on parle. Encore une fois, évidemment, il y en a quand même des films de science-fiction indépendants, mais comme tu disais, ça va être un truc qui va se passer entre les quatre murs d'une maison où on mange des pilules, par exemple. Il y aura pas des gros vaisseaux, etc. C'est vrai que quand ça demande des moyens, finalement, ça va toujours être un peu les mêmes réalisateurs qu'on retrouve, qui même si ça peut être Par exemple, votre avis sur quand même un personnage féminin qu'on n'a pas évoqué et qui est en rébellion, c'est Furiosa. C'est ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Voilà. Bah vas-y. Bah non, mais parce qu'en fait, ça recoupe avec plein de trucs que vous dites depuis tout à l'heure, donc je pense qu'à ça depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est le même cas, c'est-à-dire que c'est ce que tu as dit sur Romero, alors du coup sur plus long terme, mais en fait, George Miller, quand il revient sur Mad Max avec Fury Road, il y avait la figure de Max qui est vraiment la figure un peu classique du loup solitaire, qui essaye de survivre dans un monde de chacun pour soi, mais comme il a quand même des espèces de valeurs qui peut pas s'empêcher d'aider un peu les gens quand même et tout machin, un peu taciturne et tout, et quand il revient avec Fury Road, il revient avec, alors là pour le coup, une rébellion qu'en plus on pourrait dire, j'imagine féministe, puisque non seulement elle concerne spécifiquement des femmes dans ce truc-là, et parce qu'elles sont femmes. C'est-à-dire qu'en fait, si elles essaient de se barrer, c'est parce qu'elles sont utilisées comme pondeuses et tout, par le méchant et tout. Et Max se retrouve, du coup, alors on peut considérer que c'est quand même le héros du film si on veut, mais là, il se retrouve dans une position d'allié, littéralement, c'est au sens où il fait une alliance avec ses meufs, parce que déjà il peut pas s'empêcher d'aider quand même un petit peu les gens, et en même temps il a un peu besoin d'elle aussi et tout, il machin. devient un personnage secondaire de sa propre série. C'est ça. En fait il y a un passage de flambeau, et d'ailleurs il est pas sorti, mais du coup le prochain c'est Furiosa, et il y a Furiosa qui était déjà là, et je trouve qu'en plus ça reboucle avec plein de trucs. Il y a une femme enceinte d'ailleurs dans le film, et il y a un truc qui est intéressant, c'est la vision de la rébellion dans Fury Road. Ben, je trouve qu'elle marche très très bien, et là pour le coup elle dépasse un peu certains trucs, parce que en gros l'idée c'est, elle se rebelle contre ce pouvoir, elle se trouve un allié en Max comme ça, et le but c'est de se barrer pour aller trouver justement une espèce d'utopie tenue par des femmes, utopie même qui est censée être un peu écologique et tout, parce qu'il y a aussi le problème écologique évidemment derrière, le truc écoféministe. Ce qui rejoint aussi ce que tu disais, je te coupe pas, mais je fais la parenthèse, on disait du fait qu'on revient jamais vers l'organique, mais c'est toujours on va être sauvé par les machines, les trucs, et c'est vrai, je suis d'accord qu'effectivement dans Mad Max Fury Road, il y a le côté quand même, les graines c'est peut-être plus intéressant que les vroom vroom, quoi. Ouais, t'as ça, et en plus ce qui est fou, c'est qu'il y a ce moment de, en fait, elles vont vers, ils vont du coup, parce que Max il les accompagne vers une utopie, qu'elle est censée connaître, et en fait qui n'existe plus.
Et donc c'est terrible. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont deux choix. C'est soit ils se barrent encore plus loin, et ils doivent traverser un truc, fuir. Et ce que moi j'adore dans le film, c'est que tout le film, c'est une fuite. Et la résolution du film, c'est en fait non, on revient, on prend le pouvoir. Et pour le coup, c'est techniquement un film révolutionnaire. C'est-à-dire que la solution, alors je vais pas dire que c'est le truc le plus subversif de tous les temps, mais techniquement, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'elle dit on retourne au point de départ et on prend le pouvoir. Et alors là, pour le coup, c'est elle qui prenne le pouvoir, puisque Max, on se doute bien qu'il file le coup de main et puis qu'il va I'm a poor lonesome cowboy se barrer faire Lucky Luke et ailleurs comme il fait d'habitude, parce que c'est son rôle dans ce type de récit, mais c'est un récit de reprise de pouvoir. C'est non, on ne peut pas échapper, il faut que nous, on prenne le système en main, et je trouve que c'est hyper bien, quoi. Le même scénario que le 2, qui est une fuite linéaire. C'est-à-dire, on ne peut pas rester, on ira toujours chercher dans l'horizon quelque chose qui pourra nous permettre de remonter une société. Et là, effectivement, pour moi, c'est pas révolutionnaire, mais c'est radical. C'est le fait de dire, non, ça sert à rien de continuer là. Revenons et prenons le pouvoir. Et franchement, c'est un point vraiment important. Et du coup, le fait que ça soit aussi axé beaucoup autour des personnages féminins. Non, c'est vrai que c'est un bon exemple, effectivement, de film avec de la rébellion et qui soit moins cliché, qui effectivement va être moins... et justement, c'est ce qui est intéressant dans les Mad Max en général, justement, la place des machines. C'est vrai que la science-fiction qui fait souvent l'éloge de la technologie, même quand elle est méchante, quand même, on l'admire. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un film, enfin en particulier celui-ci, même si après on pourrait parler de toute la série de films, mais qui va avoir un regard un petit peu différent, effectivement, sur toutes ces idées de rébellion, et puis en général, même sur comment se fait la science-fiction, quoi. Les décors utilisés, les personnages, effectivement, c'est encore un univers où voilà, on est moins dans, peut-être, parce que quand on imagine science-fiction, on imagine que c'est lisse, que c'est voilà, les vaisseaux, les... Et je pense à un truc qui est ce que vous disiez sur, par exemple, trouver des réalisatrices qui ont fait des films de SF et tout, et en fait on se retrouve avec le truc de bah ouais, mais en fait il y a peu de réalisatrices en position de gérer ce type de projet quand on parle de SF à gros moyens ou trucs comme ça, parce qu'évidemment il y a des choses à plus petit budget, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui vont mécaniquement changer aussi, juste parce que bah, pour l'instant les gens en position c'est George Miller ou Spielberg ou des gens comme ça, et on est content que George Miller justement il a eu une façon de traiter la chose comme ça, donc tant mieux pour lui, mais bon ok, ouais, c'est encore un mec et tout, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de meufs en place qui vont pouvoir faire ce genre de choses, et ça va un peu mécaniquement changer. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que par exemple Barbarella, qui pourrait être, je sais que ça a fait un peu débat Barbarella, parce qu'il y a le côté, c'est une icône un peu féministe aussi et le tout. réel est un gros connard. Ouais, voilà, et en fait, mais il y a une contradiction avec le fait que ouais, mais en même temps, c'est un truc un peu où elle est sexualisée à mort et tout machin. Et bon, il y a un truc. Mais elle est un peu actrice de sa sexualisation. Voilà, il y a toute cette tension là. Sur ce film-là, non, c'est vraiment un pur connard. Ouais. Ah oui, c'est lui qui mais a on poussé, peut en tant que spectatrice se réapproprier le truc. Enfin, il mais n'est pas si désagréable que ça à regarder. Il n'y a rien qui est épidermiquement choquant, je trouve. Mais bon. Non, mais bon, en tout cas, c'est son état d'esprit, le fait qu'il est. Oui, Roger Vadim qui était marié à Jane Fonda. Et donc, en fait, le film, il y a toute une histoire comme quoi elle voulait pas le faire au départ. C'est lui qui l'a poussé à le faire. Parce que c'était trop cool de pouvoir sexualiser, etc. Là où je voulais en venir, mais je demanderais aux gens de vérifier quand même que je dise pas de bêtises, mais il y a un nouveau Barbarella en production, et il me semble que c'est des meufs. C'est-à-dire, il me semble que... alors j'ai un tout petit doute, je sais pas si c'est une réalisatrice, mais je sais que le projet est plus ou moins à l'initiative de... J'ai oublié le nom de cette meuf qui est dans la série Euphoria, qui devrait jouer, du coup, remplacer James Fonda. Elle a dit d'ailleurs qu'elle voulait le faire avec Jane Fonda et tout machin. Et moi, de tout ce que j'ai entendu, c'est que à l'initiative, alors c'est peut-être un peu de la com, hein, mais c'est que à l'initiative de meufs. Donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, est-ce que ça va être une réappropriation comme ça a pu l'être, justement, je voulais vous poser on va voir, quoi. une question pour rebondir par rapport à ce que tu dis. Le fait qu'il y a beaucoup plus de réalisatrices qui vont rentrer. Bon, maintenant, vous avez vu Marvel. Marvel a récupéré pas mal de réalisatrices. Au final, les films, c'est des catastrophes. Disons qu'il y a un peu de prophétie autoréalisatrice, voilà, mais ils font pas de com sur les films qui sont réalisés par des femmes. Enfin, moi, la question, c'est juste que mon sentiment, c'est que Marvel capte des réalisatrices parce que c'est le moment, c'est le goût, c'est la hype. Et en fait, leur donne aucun moyen de vraiment être créative.
Et elle se retrouve à faire des trucs épouvantables. Mais même pas, hein. Moi j'ai trouvé ça pas si mal, hein, The Ah Marvels. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de trucs intéressants, c'est juste que Marvel a auto-sabré le film. Alors je sais pas, est-ce que c'est du pinkwashing de mettre des femmes à la barre et puis après, pourquoi est-ce qu'ils sabrent leur travail c'est mystérieux, hein, comme je crois que c'est des calculs un peu politiques au sein de Disney aussi. Après, là, tu parles du dernier. Oui. Parce que je parlais aussi, il y a Les Éternels, non? Oui, ça c'est Qui est plus une compliqué, ça. réalisatrice Chloé aussi, Zhao, Chloé Zhao, ouais. Qui est ouais, une réalisatrice même plutôt de cinéma d'auteur. Bah oui, puisqu'elle a Donc, eu... elle fait Nomadland. Elle a eu... Voilà, elle a... Et c'est ça, si tu veux, c'est le fait que Hollywood capte des réalisatrices qui ont du talent, te leur font faire des films qui, au final, sont pas très pertinents. Et voilà, je trouve que c'est un côté... Oui, du coup, ce qui fait qu'on pourrait être un peu plus pessimiste que toi sur est-ce que vraiment il y a une vague de femmes réalisatrices qui vont arriver là parce que les vieux vont mourir et qu'il va y avoir de la place. Pas sûr, peut-être qu'on n'en est pas encore là. Après, moi, je les ai pas trop vus, j'ai pas vu Les Éternels et des trucs comme ça et tout, mais même en vrai, si on parle d'un point de vue production, moi, ça me rendrait pas spécialement pessimiste dans le sens où, bah, en vrai, elles peuvent faire des Marvel de merde. De toute façon, c'est pas, les mecs aussi font des Marvel de merde, c'est pas trop la question. Et au pire, ça leur fera un tremplin pour dire, pour gérer d'autres films qui sont peut-être plus intéressants. Donc, je pense que ça va pas spécialement les remettre en question là-dessus. Et puis même, tout le monde fait un peu des Marvel, quoi. Genre, les mecs aussi ils utilisent Marvel pour faire leurs trucs après, donc je pense pas que ça va être un problème dans l'industrie. Et bon, j'ai pas vu ces films-là, c'est peut-être pas le cas, mais par exemple, le fait que par exemple, quand ils ont fait, parce qu'en fait ils fonctionnent beaucoup par segment, et quand ils font par exemple Black Panther et qu'ils se disent bon, il faut quand même qu'on mette un casting afro-américain, un scénariste afro-américain, un réalisateur afro-américain et tout. Pour faire ce genre de truc, pour leur donner de la place, bon bah écoute, Ryan Coogler et son équipe, ils pourront faire d'autres peut-être gros films de science-fiction, hein, afro-futuristes, ça se trouve. Et en plus, tu vois, je prends cet exemple-là parce que bon, bah, c'est pas des films de ouf, quoi, mais en fait, ils ont une importance symbolique déjà parce qu'ils sont en réappropriation. Ça répond un peu aussi à la question de Lex, c'est-à-dire que bon, mais c'est quand même des soupes un peu Marvel, c'est pas les pires, mais ça reste quand même des trucs un peu calibrés comme ça. Mais par exemple, le symbole du Wakanda, c'est devenu un vrai truc dans la diaspora, alors pas que les Afro-Américains, hein, dans la diaspora africaine de manière générale, et des athlètes qui le font et tout. C'est devenu un symbole un peu vague, mais un peu de rébellion, un peu panafricaniste et tout, parce que ça a été injecté un petit peu comme ils ont pu dans le film. D'ailleurs, dans le deuxième, ils y vont encore plus là-dessus, parce que en fait, Disney a bien compris que bon, mais c'est ça qui plaisait dans ces films-là, donc ils peuvent y aller, ils peuvent parler de Lumumba, tout ça, l'ouverture, y aller à fond. Donc tu vois, alors j'ai pas vu les films en l'occurrence, j'ai pas vu Les Éternels ou des trucs comme ça. C'est peut-être aussi, c'est pas le sujet des films, mais dans Black Panther, bon, bah, tu sens que ils ont quand même réussi à mettre des trucs un peu de culture afro-américaine. Il y a de l'afrofuturisme, quand même, qui est pas un truc justement qui est adapté. La littérature afrofuturiste, c'est pas trop adapté. Bon, ben on a quoi au cinéma? On en a un peu dans Black Panther. On a un peu, beaucoup plus même dans Wakanda Forever. Donc je me dis, bon, même, c'est pas grave de faire des blockbusters de merde si ça crée aussi, ça entraîne les gens. C'était Cuarón, il disait, Alfonso Cuarón, qui avait fait le Harry Potter et tout machin, qui avait fait Les Fils de l'Up, qui avait fait Roma. Il avait dit, bah, ici à Lyon, quand il était venu, il disait, mais moi en fait j'aime bien bosser pour l'industrie hollywoodienne aussi, parce que j'apprends aussi à gérer certaines techniques, certains matos, des trucs en fait auxquels il n'a pas accès dans des productions à un petit budget. Et hop, quand il retourne au Mexique, il fait Roma en noir et blanc, truc hyper intimiste et tout machin, il est là, bah, j'ai des grues, j'ai des rails de travelling de bâtard, je sais faire des techniques de fou avec mon objectif et tout, et je m'en sers là-bas. Et lui, il assume complètement le fait que bah, tu peux faire ça. Donc s'il y a des réalisatrices qui utilisent ça comme ça, je me dis, voilà, tant mieux, quoi. Après, on n'est pas obligé de faire des blockbusters, on peut aussi faire des bons films en dehors de ça, mais je pense que ça peut avoir un impact quand même sur l'industrie, même si les films sont pas très intéressants. Big Boss là qui fait film. Eh oui, je fais juste, du temps. J'avais oublié, on aurait pu parler de Tank Girl, héroïne rebelle, qui est très intéressante aussi dans son histoire et tout. Alors, on a 2 secondes pour faire, donc là je fais avec on va raider donc la prochaine prochaine chaîne dans le cadre de ce marathon. Peut-être un dernier petit tour de table pour parler de vos actualités à venir, ou si vous en avez bien entendu, pas d'obligation. Moi du coup sur ma chaîne pour l'instant pas grand chose, je verrai avec le temps. Et sinon sur Blast, l'émission Rhinocéros elle sort tous les dimanches, donc du coup on en a une qui sort demain. Voilà, la dernière c'était sur la famille Duhamel. C'est pas de la science-fiction, mais c'est un peu horrifique.
Et demain, c'est Thibaut InShape. Voilà. On va enregistrer un prochain épisode là qui va certainement sortir la semaine prochaine et qui sera sur les films romantiques. On essaiera de se demander si c'est forcément de droite les films romantiques et si les héros de films romantiques sont forcément toxiques. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce genre qui peut nous passionner, nous intéresser. On aurait pu presque évoquer, on va pas le faire, etc. Mais c'est pour faire un petit coup de projecteur là-dessus, sur est-ce qu'un podcast peut se révolter contre une institution lyonnaise de cinéma, puisque si tu veux dire un petit mot là-dessus, ça peut être intéressant. Oui, on a fait une lettre ouverte là pour demander à l'Institut Lumière de retirer le prix Lumière à Gérard Depardieu. Parce qu'en plus, c'est un prix qui est honorifique et qui est donné plus à l'homme qu'à l'artiste pour le coup. C'est pas un prix qui récompense un film et c'est pas un prix qui est donné par un jury qu'on réfléchit. C'est vraiment un prix pour honorer une personne. Donc bon, voilà pour l'instant. Si vous avez envie de signer cette lettre ouverte, il est encore temps. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Une Invention Sans Avenir. Et tous les mois, l'UMA aussi. On produit moins que Rhinocéros, mais tous les deuxièmes dimanches du mois, le prochain, ce sera sur la Saint-Valentin. Sur la chaîne, on a sorti une vidéo sur l'espoir et à partir d'un jeu vidéo qui s'appelle Darkest Dungeon, là, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas quand seront les prochaines, ça va prendre du temps, d'autant qu'il y en a une là qui risque de péter les records de durée sur la chaîne, qui était déjà un petit peu élevée, donc je pense d'ici 2 mois, quelque chose comme ça, mais voilà, la chaîne continue et le Syndrome Magneto toujours en librairie, voilà. Merci beaucoup, merci Raphaël aussi d'avoir bravé la maladie pour être là avec nous et nous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Occuper cette modération. Bon après-midi à tous. Je vous envoie bonne continuation sur la chaîne de Nobody Game Design. De ce pas, j'appuie sur le bouton magique